La Voix des Bulles présente le One Eye Club, le podcast hebdomadaire qui fait ce qu'il veut, le dictateur est plus là. Coucou les gens. Comment ça, coucou les gens? Ben oui, non, ce n'est pas One Eye Pied. Ce n'est pas lui. Ce soir, il est une fois de plus là, mais pas là, pas loin. On pense à lui fort, surtout qu'on le voit toujours puisqu'il est quand même autour de la table. Mais on pense à lui. Et autour de la table, il y a également ou pas. Tu n'as pas de micro, je te rappelle, Evelyne. Ah non, ce n'est pas Evelyne, c'est effectivement le dictateur. Autour de la table, nous avons le seul, l'unique, la légende, Thio. Oh, le blanc. Bonsoir. Ça va? Tu lui as coupé la chic. Je me sens plus là, dire. Ouais. Et toujours autour de la table, nous avons le seul, l'unique, la légende, l'archiviste. Putain, mais on est tous des légendes en fait. Voilà, c'est pourri du cul en fait. Okay. Non, c'est pas pourri du cul. Il a complètement raison. Il est beau, il est fort, il est grand. Ah, j'aime bien, ça t'étonne toi? Pardon. Toujours autour de la table, nous avons le seul, l'unique, la légende, le libraire. Guillaume, tu es là? Le libraire, carrément. Oui, c'est là. Bonsoir avec tout le monde. Avec un L majuscule. Le libraire. Bref, nous avons une somme de légendes. Et puis après, il y a aussi un super tacos qui est là, le One Eye Pied. Et votre serviteur ce soir, Tizak, donc pour animer le micro. Chers braves gens, nous aurons à parler de plusieurs bandes dessinées. Alors, si tu bouges le micro trop fort, ça va faire des bruits parasites, ça va être inaudible. Hein, donc anime l'émission plutôt. Ah pardon, je peux pas animer le micro. Ah, mais c'était pas le micro que je me touchais depuis tout à l'heure, pardon. Alors donc, le pénis de table, c'est juste après. Nous aurons Jérôme qui nous parlera de pénis de table, Guillaume qui nous parlera de deux sœurs sans aucun lien. Bon. Je ferai le plaisir de vous parler de Trou Noir Horizon. Et on terminera avec le tome 2 de Little Monsters. Forcément, ça se termine par des petits monstres. On peut partir juste après notre petit remerciement aux tipeurs. Matt Deka, Chebonne, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob. Nous ne serions rien sans vous, mais vraiment rien, car on en est au Schweppes là. Fini d'ailleurs, donc on en est à l'eau. Donc merci à vous de nous soutenir et si d'autres veulent le faire, n'hésitez pas, la voie est ouverte. N'hésitez pas, on pourra acheter une deuxième bouteille de Schweppes. Wouhou! Si tu me regardes pas, comment tu veux que je fasse le truc avec le machin? C'est dégueulasse. Alors, c'est qu'en fait, quand j'ai appuyé avec mon doigt sur le Stream Deck, en fait, il a reculé en même temps que j'appuyais. Donc, le temps que j'arrive au bout, qu'il arrête de bouger, si tu veux, ça a mis un peu de temps. Tape au fond. Tape au fond, ouais, c'est ça. Avec un pénis de table. Allez, vas-y, je t'en prie, fais ta présentation. Alors, Jérôme, ce pénis de table, comment est-ce qu'il se présente? Alors, Pénis de table, c'est un album publié en 2018. Attends. Toi, tu nous fais un album publié en 2018. Exactement. Alors que on avait décidé autour de cette table de façon unilatérale, consensuelle. non, le libraire était complètement d'accord aussi. Qu'on ne chroniquait que des albums de moins d'un an. Bah oui, c'est forcément. Il vient d'y avoir une réédition. Non, c'est une bonne. De Pénis de table. Trop fort. Il vient d'y avoir une réédition. Oui. Donc t'es à jour. Ouais, c'est génial. Elle a environ un an, je crois, la réédition. Oui, bon, ok. Un peu moins. Il bosse pour l'éducation nationale. Mais voilà, donc Cookie Calcaire, qui est un auteur qui commence à être un petit peu connu maintenant, qui s'est fait un petit nom, réunit 6 de ses potes et leur demande, voilà, on va se faire des séances sur une thématique autour de la sexualité masculine. Et la parole est libre, nos tabous, on est entre nous. Bon, après, ça va être publié, mais nos tabous. Et, il reste habillé ou pas? Ouais, il reste habillé. Et vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Donc, bon, après, c'est l'environnement de Cookie Calcaire, donc c'est quand même des personnages qui ont, pour certains en tout cas, une vie sexuelle bien remplie, on va dire. Alors,
Ils sont pas potes à la base. Hein. C'est dans le cadre Moi, il de me semblait son. qu'ils étaient potes. Hein. C'est dans le cadre de son blog en fait où il parlait de ça qu'ils se sont mis d'accord. Alors ils sont devenus potes par la suite, hein, bien sûr, mais ils se sont mis d'accord pour organiser ces séances pour discuter plus loin et plus longuement que sur le blog. C'est de la thérapie. Et donc groupe, ils ont, ouais, en quelque sorte, et il y a eu une forme de casting. Hein. L'idée c'était vraiment de choisir des horizons sexuels et des horizons socio-professionnels différents. Mais je savais qu'il fallait qu'on fasse cette émission avec Guillaume et qu'on allait la faire à deux. Parce qu'on en avait déjà un peu parlé une fois. Tu te rappelles ? Oui, mais je te laisse finir. Guillaume, tu te rappelles ? Oui, je parle tout le temps de pénis avec Jérôme. Il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Exactement. Donc, Cookie Calcaire construit son album en plusieurs chapitres. La masturbation, l'orientation sexuelle, le pénis, l'orgasme, le fantasme et la performance sexuelle masculine. Donc chacun va s'exprimer un petit peu, ce petit tour de table. Donc on a autour de la table un hétéro, un homo, un pansexuel de mémoire. Oui. Il y a... je sais plus ce que c'est le pansexuel. Il y en a un qui touche à tout. C'est ça, c'est le pansexuel. Voilà. C'est pour ça, il y a un pansexuel. Il y a un bi. Oui. Il y a un bi. Enfin voilà. Il y a aussi Cookie. Cookie, ouais. Qui est un... comment ça s'appelle en transition non, il était en trouble à l'époque. C'est ça, en trouble, c'est ça. Ça y est, ça, dans le LGBTQIA+, 2S, 3+, version 4.0 ? Moi, je préfère Partners 2.0. Et à la fin, il finit par des statistiques et citer des sources parce qu'il a quand même, à chaque fois, pour préparer ses chapitres et ses réunions avec son petit groupe, préparé. Et donc, il a lu un peu des articles et ça lui permet de relancer un petit peu le débat sur ces différents sujets. Il est bien entendu qu'on ne va pas ici aborder ces différents sujets. Ça n'a pas de sens en soi. Lisez l'album. Moi, ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que j'ai souhaité le proposer autour de cette table, et d'ailleurs, je n'ai pas lu la réédition, donc ça serait sympa de savoir si dans la réédition, il y a un petit plus, il y a... c'est une version augmentée, ouais. Une version augmentée. Donc, voilà. Mais moi, je trouvais ça sympa d'analyser, de relire cet album post-Covid et post-MeToo. Parce que finalement, cet album aborde la vie sexuelle de personnes qui ont déjà qui ont entre 30 et 50 ans, voilà, et qui du coup ont eu une vie sexuelle avant MeToo et qui sont empreints de ça en fait. Moi, c'est ma génération aussi, et finalement, comment on peut lire, comment on lit, comment on regarde cet album et les réflexions qui y sont avec l'évolution sociale qu'on a connue depuis 4-5 ans et qui finalement est assez brutale, je trouve, assez rapide. Excuse-moi, je te coupe, mais Mathieu, tu veux nous lire une case Mathieu, parce qu'on te voit en fait à l'image. Je suis en train de le lire, je trouve ça très drôle. Mathieu ne l'a pas lu et en fait il le découvre alors que ça aurait été bien que tu le lises, mais c'est dommage. On l'avait pas retrouvé. Voilà. Non, mais voilà. je sais bien. Il était perdu là, dans la grotte et voilà, c'est comme ça. Pas du tout. En décembre 2016. Et il en a parlé en décembre 2016. Il voulait juste te dire qu'il en a déjà parlé dans l'émission. Il n'a pas lu alors j'en avais parlé. Mais oui, enfin, tu en avais parlé sur le online. Oui, tu sais que Mathieu ne lit pas grand-chose. Oui, mais sur le online. Oui, ça. Mais vous en aviez parlé en décembre 2016, sauf que moi, je trouvais intéressant qu'on ait cet échange-là post-2018, post-Covid et post-MeToo. Oui, enfin surtout 2024 finalement. Oui, en 2024 quoi. Ok, donc du coup, on sort les raquettes du ping-pong et on se pose les mêmes questions ou... Alors, ça pourra faire l'objet je n'ai d'un qu'une One chose Night à Club dire, spécial. même pas cap. Je suis sûr qu'on apprendra des choses très drôles. Mais après, c'est pas tant les raquettes qui sont drôles, c'est ce qu'ils se disent ensuite. Hein. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très intéressant sur déjà des réflexions sur voilà le porno, la masturbation, sur alors l'orientation sexuelle m'interroge moins, mais c'est très très bien qu'ils en parlent et c'est très bien qu'ils échangent. Tu ne t'interroges pas sur ton orientation sexuelle? Non, mais bon, après ça ne regarde que moi aussi. Hein, c'est passé un certain âge, on est beaucoup moins actif. Où on a fini de se poser les questions, on a peut-être trouvé des réponses, tu vois. C'est ça. Mais aussi sur les fantasmes, par exemple, c'est assez intéressant. On en a tous, on n'en parle pas forcément. C'est intéressant de voir un peu leurs réflexions et de voir comment on se situe finalement, parce qu'on peut s'identifier ou pas. Et si on s'identifie
s'identifie pas, c'est aussi intéressant que de s'identifier. Mais je trouvais aussi intéressant la fin de l'album où Cookie Calcaire demande à ses... Là, je spoil rien, très clairement. Demande à, à son groupe d'écrire... Non, mais... d'écrire finalement si vous vous rencontriez à vos 18 ans, qu'est-ce que vous diriez avec votre recul d'aujourd'hui? Et ça, pour le coup, je trouve que c'est très marqué pré-MeToo, en fait. Et peut-être qu'il y a 10 ans, je l'aurais écrit de la même manière. Aujourd'hui, je ne l'écrirais sans doute plus de la même manière. Donc ça peut voilà. être intéressant effectivement de voir une version augmentée, voir s'il y a eu des petits avertissements ou des petits trucs rajoutés en plus en disant que moi je trouve que c'est un album ont évolué là-dessus. Je trouve que c'est un album qui est vraiment, vraiment intéressant sur la thématique abordée, qui est abordée. Alors ça va pas révolutionner le genre, hein, très clairement, mais c'est léger tout en apportant quand même des éléments qui sont intéressants. Et si on veut pas se prendre la tête avec un gros livre sur la sexualité masculine, c'est quand même assez intéressant et ça peut permettre aussi de lancer une discussion avec un groupe de potes, n'est-ce pas, les gars? Moi, je dirais que jusqu'à présent, la sexualité masculine se résumait à des bouquins pas très gros. Hein. Alors, moi, je suis pas complètement d'accord avec toi sur un point. Alors déjà, j'ai pas lu cette version-là. Moi, à la librairie, j'avais que la version rééditée là. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a eu des augmentations ou pas? J'en sais rien. J'ai pas comparé. Les deux, et donc, bah déjà, je trouve que la façon dont c'est fait, c'est plutôt malin. J'ai lu ce qu'il a fait juste après là sur les jeux vidéo. J'aime bien sa façon de travailler à ce monsieur. Je trouve ça assez pertinent et pas trop prise de tête. Je sais pas si ça va révolutionner le genre ou pas. En même temps, j'ai l'impression que oui, dans le sens où est-ce qu'il y a vraiment tant de bouquins que ça sur la sexualité des hommes? Et particulièrement maintenant après MeToo. Et ben, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Alors, tu vois, sans me faire la victime, je trouve que depuis MeToo, on en prend très facilement plein la gueule sous prétexte qu'on est équipé d'un pénis et d'une paire de boules. Donc ce genre de bouquin, moi je trouve ça bien parce que ça permet d'en parler plus facilement, plus librement. Là où, justement, pour la sexualité féminine, on va en trouver 4, 5, 6, 10. Nous, on en a un. C'est bien quand même. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de prise de parti comme on peut trouver souvent, malheureusement, dans ce genre de bouquin. C'est vraiment des gens qui se rencontrent, qui exposent. Le but est d'être factuel et statistique et il va pas plus loin que ça, c'est-à-dire que je me souviens notamment de ce passage là où il parle du fait d'utiliser de combien de femmes ils ont mis enceintes. Il y en a un qui dit je sais pas, au moins tant. Ils tombent tous dessus en disant putain mais t'es con, sérieux, t'es un gros connard, ouais, fais gaffe quoi, qu'est-ce que tu fous? Tu vois, il y a pas de prise de parti pour les hommes. Il y a juste, on est entre hommes, on va parler entre hommes et on va dire comment on fonctionne entre hommes. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est justement toute la partie performance où, en fait, c'est un des moments où il y a le plus de malaise dans le bouquin parce que, on sent bien que finalement, je ne sais pas pourquoi, on a tous une pression sur les épaules par rapport à ça. On s'imagine tous qu'on est supposé être bon tout le temps. Alors, ça, moi, j'ai pris beaucoup de distance par rapport à ça, mais oui, avec le temps, on finit par le faire. Mais si tu veux, je me souviens quand j'étais minot, justement, tu te faisais des montagnes, tu te faisais des montagnes pas croyables, et voir ça dans le bouquin, je trouve ça bien. Ça, c'est vrai. Après, ça fait. Après, je vois pas trop en quoi tu as commencé à dire. Je suis pas trop d'accord, parce qu'en fait, là, pour le coup, tout ce que tu as dit, je suis complètement d'accord. Oui, mais je suis pas trop d'accord avec le fait que tu disais ça va pas révolutionner le genre. Je suis pas trop d'accord dans le sens où je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un genre à révolutionner. Dans le sens où est-ce qu'il y a déjà un genre? Est-ce qu'on a vraiment tant de bouquins que ça qui parlent de la sexualité des hommes? Ouais. Ou alors je suis peut-être passé à côté, hein, c'est probable et c'est possible, mais voilà. Il y avait Penthouse, il y avait Playboy. Non, ouais. C'était pas ça? Oui, voilà. Mais tu vois, si c'est ça les références, c'est le problème. Non mais on est bien d'accord. Tu vois, malgré tout, un truc, parce qu'il faut juste... C'est de la bonne littérature aussi, j'ai bien aimé. Mais... Pour concrétiser un petit peu les propos qui sont tenus en pénis de table, et moi c'est un exemple qui m'a marqué, que je trouve assez intéressant, sur la masturbation masculine. Finalement, autour de la table, il y en a plein qui sont en couple, ils continuent quand même à se masturber,
Tu as des noms Cookie Calcaire avance. Je t'en donne un. Dans le livre, si tu pardon. veux. Même pas, il assume, dis donc. On le sait, hein, Thierry. Dans le bouquin, Moi, je suis Cookie pas au courant. Calcaire avance des statistiques et en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément d'hommes à tout âge qui continuent à se masturber. Et moi, je reconnais que ça 14% des hommes se masturbent tous les jours. Oui, mais là, bon, tous les jours. Mais après, voilà, on est sur des chiffres quand même beaucoup plus. Et 50% des Français ne le feraient pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Et Voilà. 14% des Françaises. Et il y a une réflexion qui est intéressante parce qu'il y en a un qui dit ah bon mais moi depuis que je suis en couple etc. Et il y en a un qui dit bah tu vois c'est comme aller au resto Restaurant. manger à la maison. Et ça je trouve ça moi je trouve ça marrant, je trouve ça assez juste, assez pertinent et assez déculpabilisant aussi. Manger au restaurant ou cuisiner chez soi. Exactement. C'est pas le même Mais plaisir. Ce qui m'a fait exactement. beaucoup rire tout à l'heure, justement. quand Exactement. je Et moi je trouve ça très juste. Voilà. Donc c'est un livre qui mérite d'être découvert. Je suis content qu'il y ait eu une réédition, tu vois. Ouais, et le format est plus petit. Et c'est allé ils ont ressorti 2-3 trucs là qu'il avait fait pour la sortie du dernier, là, que j'ai oublié le titre, sur les jeux Il est là. vidéo. Les jeux vidéo et nos enfants. Qui est bien aussi, qui est une bonne vulgarisation et une bonne approche pour les parents qui peuvent être un peu démunis face aux jeux vidéo pour les enfants, enfin bon, ou les grands-parents aussi. Mais bon, c'est un autre débat, c'est un autre bouquin. Mais voilà, ils en ont sorti plein et c'est à ce moment-là que je l'ai lu et moi, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Il m'a fait du bien ce bouquin dans le sens où c'est plaisant d'avoir ce genre de contenu et décomplexé en fait ou non complexant parce qu'en fait c'est vraiment pas le propos. Enfin, c'est des Et propos c'est- assez c'est- sociétaux finalement. Oui. Quand il parle de ça, il parle aussi donc de la relation de trouble Ouais. que vous évoquiez tout à l'heure. Il parle aussi donc des jeux vidéo. Il parle aussi des 9 derniers mois de ta vie de petit con. Ça c'est le titre du bouquin. On a bien compris que c'est on va devenir papa mais on n'est pas encore prêt. Il balance là-dessus. Donc c'est que des problématiques. Masculines ou pas que masculines, mais qui sont effectivement très ancrées dans une société actuelle. Oui, Il est clairement dans l'air du temps. Et ce que disait Guillaume par rapport à en tout cas moi, ce que je ressens aussi par rapport à cette société qui évolue et qui évolue positivement, hein, je critique pas par rapport à ça, post-MeToo, mais déculpabilisante, parce que je trouve qu'il y a quand même une forme de culpabilisation, comme tu disais tout à l'heure Guillaume, on a un truc entre les cuisses et du coup certains écrits, certains propos culpabilisent beaucoup l'homme aujourd'hui, je trouve. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. On est dans le retour de la vengeance d'une blonde, on va dire. Hein. On est dans l'extrême inverse. La couverture a été très tirée dans un sens. Là, forcément, ça tire beaucoup plus fort de l'autre côté pour arriver à rééquilibrer. Sur certains sujets, on est clairement très loin du compte, notamment les salaires. Sur d'autres sujets comme la sexualité, du coup, ça tire fort de l'autre côté et beaucoup de questions se posent, mais y compris de la part des femmes ou de certaines femmes en tout cas, sur mais alors du coup, est-ce que je dois accepter comme drague dans le métro ? Jusqu'à quel endroit ? Jusqu'à quel moment ? Jusqu'à quel geste c'est acceptable ou ce n'est pas acceptable ? Donc voilà, c'est une période qui... Ça, tu le vois du point de vue de la femme, moi du point de vue du mec. Non, mais les deux côtés, ce que je dis. À partir de quel moment je peux refaire un compliment à une nana ? C'est ça. Tu vois, sans être taxé de vieux con réac. Je l'ai vécu, j'ai failli m'énerver cette fois-là. Une stagiaire qui se fait draguer à la librairie, le mec qui est juste venu lui proposer d'aller boire un café. Ouais. Elle a été choquée, offusquée, machin, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il t'a touché ? Non. Il t'a mal parlé ? Non. Il t'a insulté ? Non. Il a fait quoi ? Il m'a invité à boire un café. Bah alors, à un moment donné, il a rien fait de mal. Non. C'est ça. Tu vois ? Alors, et à la rigueur, elle peut lui dire non merci monsieur. Ben voilà. Et puis terminé. Et il a insisté ? Non. Et ben alors putain, plains-toi, t'as du bol. Bon, bref, tu voulais qu'il t'invite à boire un café, quoi. Non, mais il me plaisait pas non plus. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, on est dans l'extrême inverse et c'est là-dessus. Enfin, on avait déjà parlé hors micro, mais c'est là-dessus que je trouve que c'est parfois oppressant et ce genre de bouquin est intéressant pour justement rééquilibrer la balance. Parce que pareil, j'en ai lu un autre plutôt féministe, vu de l'autre côté. Je l'ai carrément fait lire à ma femme pour avoir son avis derrière, parce que
Putain, je me suis dit, c'est pas possible. Soit je suis vraiment le roi des connards, soit il y a un truc qui va pas, quoi. Elle m'a dit non, mais même moi je me reconnais pas, quoi. C'était hyper virulent, c'était très agressif. Et si jamais, c'est-à-dire qu'elle en était même à agresser les femmes si elles se rendaient pas compte que, tu comprends, elles étaient sous le diktat masculin. Je suis, non, en fait, on est bien en couple et puis voilà, quoi. Non, si t'as rien compris à la vie, quoi. C'était hyper virulent. Et tu te dis, on est tombé dans un mauvais extrême là. On fait pas avancer le sujet avec ce genre de bouquin, contrairement, à mon sens, à celui-là. Pénis de table, donc, chez Stenkis, si je ne me trompe pas, pour la modique somme de 20 €, un bouquin qui fait du bien. Guillaume, tu vas pouvoir continuer de parler, puisque c'est à toi de nous parler de Deux sœurs. Alors, je suis désolé, je triche le résumé de derrière parce qu'il est vraiment très bien et très efficace. Voilà. Ah, mais ça, c'est les Joli. bons. Parce que- Bravo, quel talent. Je me Travail de permets- professionnel, ça. Je me permets cette fois parce que j'ai d'autres choses à dire derrière, mais c'est bien. On va faire vite. Donc, Lise et Camille, deux sœurs, que tout oppose. Hein. Une dans la finance sportive qui aime le foot. Alors, même moi, j'ai du mal avec le fait d'aimer le foot, tu vois. Et d'être dans la finance? Si, ça arrive pour tout joueur de foot. Ça. Ouais, non, mais j'ai d'aimer le foot juste. Et donc, sa sœur, hein, qui elle est enseignante, plutôt hippie, collectionne les instruments de musique, de préférence bruyants. Et voilà, quoi. Il y a donc une vie très, très rangée, très nickel, très bien organisée, très parfaite. Et l'autre, beaucoup plus bohème. Voilà. Et donc, elles sont sœurs, toutes les deux. Et pour autant, la relation est exactement à l'opposé de cordiale. Et pourtant, elles vivent toutes les deux dans la même maison, coupée en deux. Donc oui, c'est très rigolo. La maison est coupée en deux. Donc vous avez un très très beau jardin d'un côté. Je vous laisse deviner laquelle. Et un jardin complètement laissé à l'abandon, dégueulasse et mort de l'autre côté. Caillou. Voilà. Et donc, voilà, le propriétaire va vendre. C'est vrai. Et non, c'est pas possible. C'est la maison de quand on. Bref, elles vont se poser la question d'essayer d'acheter ensemble. Surtout qu'il va falloir faire des travaux pour remettre la maison en état et non pas séparer en deux. Voilà. Bref, c'est voilà, deux personnes que tout oppose. Tiens, si tu veux. Deux personnes que tout oppose. Donc c'est Duhamel au scénario. Au dessin, j'ai oublié le nom. Je suis désolé. Isabelle Sivan. Isabelle Sivan. Du coup, voilà, j'ai été un peu déçu parce que c'était pas ce que j'attendais. Pour autant, c'est pas que ce soit pas bon, ça fonctionne bien. Mais voilà, j'ai lu Duhamel sur la couverture, j'ai pas lu jusqu'au bout. J'ai lu Duhamel, j'ai sauté sur le bouquin parce que je suis gros fan. Et j'ai ouvert le truc, j'ai dit tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Il dessine pas pareil, c'est pas bien. Enfin bref, comme j'ai été surpris, j'ai été déçu. Pourtant, le dessin fonctionne bien. On est dans quelque chose qui ressemble à du Duhamel. Parce que c'est l'inverse. C'est Duhamel qui dessine et qui colorise, c'est l'inverse. Eh, mais alors, putain, je raconte C'est Isabelle n'importe quoi Sivan depuis... qui scénarise. Ok, ouais, d'accord. Eh fumble. Ouais, vu la discussion C'est de bon. cet après-midi. Jette un dé. Vas-y, envoie. C'est bon, je rends la parole à Alors- vous les studios. Ah, 10, pourtant. Zéro. Bref, toutes mes confuses. Donc, c'était Duhamel au dessin. Et Alors- écoute, voilà, j'ai un petit souci. C'est pas exactement comme d'habitude. Et Je t'ai c'est laissé pas faire lui parce aussi. qu'on avait eu une discussion justement avec Mathieu cet après-midi sur justement cette confusion scénario-dessin sur une BD. Voilà. Et donc Mathieu avait pointé autre chose sur le conducteur. J'étais en train d'aller vérifier ce que tu étais en train de dire. Donc je suis désolé, toutes mes confuses. Et donc un scénario qui ressemble à ce que pourrait faire du Duhamel, mais qui en est pas tout à fait. Et ça aussi, c'était un petit peu perturbant au début. Donc voilà, je m'attendais à un super Duhamel et j'ai eu que pas tout à fait exactement ce que j'attendais. Donc déception au début et finalement, c'est un bon bouquin, je trouve, qui passe bien. On va suivre ces deux sœurs que tout oppose, qui vont essayer tant bien que mal de se rabibocher, comprendre, supporter, faire des concessions pour arriver à rester dans cette maison.
avec les groupes d'amis que tout oppose également, plein de bons conseils, parce que c'est toujours facile de donner des bons conseils quand on n'est pas directement impacté. Et voilà, finalement, une espèce de chronique sociale plutôt rigolote, qui pour autant soulève des sujets et des difficultés qu'on peut tous rencontrer dans notre vie quotidienne de tous les jours. Bref, voilà, une petite BD très sympa qui vaut le coup d'être lue, à mon avis. Messieurs, vous l'avez tous lu autour de cette table. Écoute, Deux Sœurs, quand je l'avais vu dans les futures parutions de Grand Angle, j'étais un peu... Ouais, peut-être pas. Finalement, quand tu l'as proposé, je me suis dit, écoute, comme je me posais la question, au moins je vais le lire. Pas follement enthousiaste au début. Clairement, j'ai trouvé que le premier instrument qu'elle amène, ça m'a fait penser un peu au gaffophone. Et du coup, je me suis dit, ça va être drôle. Et puis finalement, oui, c'est un petit peu drôle. Mais finalement, toute la mise en place est intéressante qu'à partir du moment où elles doivent trouver une nouvelle maison. Soit elles achètent, soit elles trouvent une nouvelle maison. Et le cheminement qu'elles font en fait à devoir ranger leur chez elles pour quand tu commences un peu à vider les boîtes, que tu retrouves les petits souvenirs à gauche, à droite, que tu réouvres les lettres, que tu ranges les bouquins, que tu veux aller... Et c'est tout ça qui fait que finalement tu t'aperçois en fait de tout le passé, de tout ce que tu as comme souvenir, de tout ce que tu as en arrière. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé que le bouquin, si tu veux démarrer vraiment, parce que ça t'expliquait le cheminement qui t'avait permis d'arriver au début. Et finalement, j'ai beaucoup apprécié Les Deux Sœurs. Voilà, c'est peut-être pas le bouquin de l'année, mais en tout cas, moi, il m'a bien parlé et il m'a vraiment, vraiment plu sur son dénouement. Jérôme. Mais pas du tout. Moi, j'ai trouvé que le chat, c'était rigolo. Présenté et dit comme ça. C'est un peu le voilà de l'émission précédente. Que c'est une boucle, puisqu'en fait, pour moi, ça se termine comme ça commence. Et voilà. Voilà. Ok, c'est dit. Ça, ceci étant dit, ça confirme bien ce que l'on a dit précédemment Je crois que ça va être, sur le fameux ça va être voilà. le titre. Et voilà, on a un titre. Écoute, moi je rejoins un peu Mathieu. La première partie pose un petit peu le cadre des Deux Sœurs, mais peut-être un poil trop long. C'est après que ça décolle et que ça devient vraiment intéressant. Et c'est peut-être là-dedans que j'ai retrouvé Duhamel. Voilà, c'est le début, effectivement. Bien que ce soit pas lu au scénario. Non, mais dans l'ambiance qui est positionnée, où on est dans la relation de personnages. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et c'est là qu'on retrouve, à mon sens, cette attente-là, quand tu dois marquer Duhamel sur la couverture. Au final, qu'est-ce qu'on en retire de ce bouquin ? On peut effectivement voir le chat ou le gaffophone, façon on cherche la petite touche comique, ou alors aller à la recherche un petit peu derrière de la thérapie dans chaque famille, où on oublie de se parler, on oublie ce qu'on a vécu ensemble, on se rappelle que du quotidien aujourd'hui où on est effectivement différent, parce que les choix de vie, parce que les hasards de la vie, c'est aussi ce que ce bouquin montre, qui ont construit une image extérieure qui n'est pas forcément celle qu'on est réellement à l'intérieur. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était un bouquin qui est, l'air de rien, bien plus profond que ce qui peut paraître au premier abord. Et voilà, une bonne lecture au final. Et nous poursuivons donc instantanément avec le bouquin suivant, à savoir Noir Horizon. Et qui c'est qui vous en parle ? Eh bien que c'est Bibi. Le tome 1, et oui, car ce bouquin est prévu en 3 tomes, si je ne me trompe pas, je vais vous dire ça un poil plus loin dans ma chronique. Je me trompe ou Thierry, il s'éclate à faire le dictateur là ? Oui, ça lui plaît bien. Il vit sa meilleure vie là, je crois. Pourquoi ? C'est vrai, t'as un petit ton enjoué, tout ça. Hop, Ah non, mais tu sais, il y a des gens qui ont peur du micro, il y a des gens qui ont peur de la foule, il y a des gens qui adorent s'en ça. foutent complètement. Ça pose aucun problème. Qui adorent ça en fait. Ils adorent. Là, si tu veux, j'ai pas exactement une foule en délire non plus. Mais ils adorent le micro, quoi. Tu vois, Mais souvent, tout seul chez moi, je me parle avec un micro. J'ai mon micro. Donc, sur ce premier tome, nous avons Philippe Pélez au scénario, Benjamin Blasco-Martinez au dessin et à la couleur. On se positionne dans un monde post-apocalyptique en souffrance. La planète Kepler 452b, ceci est très important, intéresse de près l'armée.
Toutes les tentatives de traverser sont mûres, et oui, car sur cette planète, il y a une particularité, il y a un mur noir, ce noir horizon. Et toutes les tentatives pour le traverser se sont soldées par de cuisants échecs. Mais qu'y a-t-il derrière cet écran noir, d'où aucun soldat, aucun drone, aucune sonde n'est jamais revenu? Quelle source d'énergie abyssale dévore toutes ces petites choses jusqu'au dernier? Face à ce noir horizon, les sondes, les androïdes tombent en panne, les caméras se brouillent, les hommes ne reviennent pas. Et donc, nous avons un gouverneur qui a l'extrême bonne idée, très humaniste, d'envoyer des prisonniers qui sont dans une prison abominable à Kandingira. Eux pourraient-ils peut-être réussir cet exploit? En tout cas, le gouverneur en a l'intime conviction. Ils pensent que ces repris de justice qui n'ont rien à perdre pourraient, eux, peut-être réussir, puisque c'est leur seule chance de sortir de cette prison. Ils sont donc recrutés, nous avons des assassins, nous avons des rebelles, bref, d'anciens militaires, mercenaires, ou en tout cas des gens qui ont quand même une certaine expérience de situations compliquées et des armes qu'ils ont dans les mains. Ils ne savent pas précisément ce qui les attend, mais en tout cas, ils ont très envie de réussir, ils ne veulent pas faire marche arrière. Et donc évidemment, rien ne se passe comme prévu, comme en jeu de rôle, un super plan, et puis on en est au plan Z, à savoir démerdez-vous. Ce qu'ils vont découvrir derrière ce voile noir dépasse absolument l'entendement. Donc avec cet album au titre obscur, haha jeu de mots, le scénariste et le dessinateur proposent un récit de science-fiction pure qui est donc prévu en 3 tomes comme je vous le disais. Ici, nous posons les bases du contexte, des relations entre personnages, mais un petit peu à la façon d'un Game of Thrones. Il y en a quelques-uns qui dégagent assez rapidement. Donc on pose là aussi l'ambiance et les possibilités scénaristiques, à savoir on ne craint absolument pas de dégager des personnages plus ou moins importants. Le contexte est un lointain futur, une époque à laquelle l'humanité a colonisé moult planètes. On est donc sur cette fameuse planète Kepler 452b, et ce noir horizon, quand même, il génère beaucoup d'interrogations, mais surtout de convoitises, parce qu'il y a une quantité d'énergie phénoménale, et donc ce voile noir, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Pélèse, pour construire son intrigue, mise donc sur ce mur réputé infranchissable. Les condamnés à mort, qui étaient donc en prison, vont devoir franchir ce mur, mais on voit bien qu'ils ont tous des compétences particulières et ils peuvent peut-être effectivement réussir. Mais derrière ce voile noir, il y a le mal absolu, parce que le brouillard va transformer ces personnages. Je ne vous en dis pas trop, mais j'en dévoile un tout petit peu quand même. Donc ces 6 criminels ou ces 6 prophètes vont débuter leur expédition en enfer. Pourquoi prophètes? Parce qu'il y a quand même une petite dimension biblique, ésotérique pour l'humanité. On a un caractère un petit peu métaphysique dans tout ça et de l'apocalypse. On a également des éléments technologiques très avancés là-dedans. Bref, on a une recette avec plein d'ingrédients divers et variés qui peuvent nous faire aller un petit peu où le scénariste a bien envie d'aller. Le dessin de Benjamin Blasco-Martinez accompagne ce récit de façon très efficace. Le trait réaliste, les cadrages cinéma, les grandes planches pour donner énormément de puissance au décor. On est vraiment sur une approche qui fait plaisir aux petits yeux. Bref, un premier tome haletant qui ne manque pas de rebondissements et qui me donne très envie de voir la suite. Et ouais, mais ça c'est... Oui, ça c'est le métier, ça, tu vois, on s'entend, on se regarde même plus. C'est beau. C'est beau. Messieurs, qui a envie d'en parler? D'accord, tout ça. Alors, là, en même temps, j'ai envie de vous dire, les gars, vous l'avez tous lu, hein, c'est comme tout à l'heure, donc vous pouvez y aller, hein, n'hésitez pas. Hein. Écoute, je vais commencer. Voilà, Noir Horizon, je pensais pas avoir ça entre les mains. Ça a commencé, voilà, du coup, j'avais lu le pitch, je me suis dit, ça peut être sympa, et finalement, quand j'ouvre le bouquin, je me dis, oula, et au final, tu fais, ah ouais. Ah ouais. Pareil, hein, ça putain, monte bien en puissance. Hein. C'est pas mal, en fait. J'ai été très agréablement surpris, en fait, par ce Noir Horizon qui démarre de manière peut-être assez commune et entendue sur un truc un peu bourrin, militaire. Allez, on va prendre la lie de la société, les pires des pires, on va les chercher en prison et on va les amener. Et finalement, ça s'envoie, ça s'ambiance un peu. Oui, c'est ça. Puis sur un premier tome, il y a plein de rebondissements. Il y a plein de rebondissements. Et finalement, quand on commence à avoir un petit peu le voile se lever... jeu de mots. Le voile se lever, on commence à être encore plus intéressé par justement tout le côté mystérieux et qu'est-ce qu'on va avoir derrière et qu'est-ce qu'on va avoir qui va suivre. Moi, bonne découverte. Après, au niveau du dessin, c'est des fois un peu trop sombre et j'aurais aimé un peu plus de
de lumière, de clarté, de couleur, parce que des fois j'ai quand même un peu, moi j'ai eu l'impression que c'était un peu, les traits m'ont semblé un peu trop sombres sur les personnages, mais ça c'est personnel comme avis, mais sinon bien. JJ. Alors tout pareil que Miguel, après un peu chargé le dessin, et c'est ce qui pique un peu les yeux au début, mais en même temps c'est la richesse aussi de ce style graphique. Donc voilà, moi j'attends le tome 2 avec un vrai intérêt. J'irai pas jusqu'à dire une vraie impatience, mais un vrai intérêt, et je le lirai avec beaucoup de plaisir. Tout pareil que Miguel. Si, mais c'était pas moi ça. Écoute, je vais rajouter de l'eau au moulin en fait. Je m'attendais pas à ça. En plus, je l'ai lu après un bouquin dont on a parlé déjà qui m'avait pas franchement transcendé. Donc, j'attendais rien du bouquin. J'ai été très très agréablement surpris. Je pensais que ça allait être très classique, très convenu, et finalement non. Ils se font plaisir, ils amènent des vraies questions, ils font des vraies accroches. On a très envie de savoir ce qui va se passer pour les autres par la suite. Et puis voilà, moi, par contre, au niveau du dessin, moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai bien aimé justement le côté foisonnant qu'on peut avoir dans les cités, les cités humaines. Le côté où il n'y a pas grand-chose justement de l'autre côté du voile. C'est un bouquin qui m'a très agréablement surpris et que je conseillerais volontiers en librairie. Voilà, j'ai cru avoir dans les mains de la SF plus que classique et en fait c'était de la très bonne SF. C'est de la bonne SF, ouais. C'est de la bonne. Moi, je trouve aussi qu'il y a un vrai lien entre la couverture et l'intérieur au niveau des couleurs. C'est-à-dire que le noir et orange très marqué de bichromie sur la couverture, c'est un petit peu les deux tonalités de couleurs qui sont à 80% dans toutes les pages ou à 90% dans toutes les pages. On reste vraiment, la promesse entre guillemets est bien tenue. Parfois on a un gros écart entre la couve et l'intérieur. Ici on est vraiment dans la même lignée. Là encore on nous ment pas sur le produit. Bref, une belle surprise que ce Noir Horizon pour la modique somme de 14,95 € sans mes lunettes aux éditions Glénat. Et nous allons terminer avec des petits monstres, Little Monsters tome 2, que Monsieur Thio va nous présenter. Suite et fin de l'histoire en 2 tomes. Little Monsters tome 2, donc de Jeff Lemire et de Dustin Nguyen. Toujours donc on se retrouve dans cette ville en ruine, tout se passait bien jusque-là, sauf que nos vampires du premier tome ont goûté au sang et ils ont enfreint donc leur première règle. Tout a changé désormais et la petite Laura, donc, qui elle est humaine, se retrouve coincée dans la ville avec donc Romy et accompagnée aussi de Luca et de Yu qui eux la protègent contre la faim des autres qui ont déjà goûté. Donc désormais il y a une petite guerre entre nos enfants, entre ceux qui ont bu et ceux qui n'ont pas bu. J'ai trouvé en fait que le récit sur ce Little Monster tome 2 était assez fort. Les face-à-face entre les enfants sont durs, parfois quand même assez violents. Et finalement, tu te dis, ah oui, maintenant, depuis la génération Game of Thrones, en fait, on n'hésite plus. On peut, on a le droit. On a le droit. On peut dézinguer tout, n'importe quoi, ça passe crème. Il n'y a aucun souci, il ne faut pas hésiter, quoi. De Ciné Yuen nous propose donc un dessin que je trouve quand même toujours aussi clean, quoi. Hein. On est avec ces grands aplats, enfin c'est noir et blanc, les teintes de gris, le rouge qui est donc la seule couleur présente. Il va vraiment nous mettre une belle atmosphère à l'intérieur, des personnages qui seront quand même très expressifs, un côté sans mauvais jeu de mots mais qui est vivant. Ah, ouais, désolé. Avec une belle mise en scène, mais le récit devient de plus en plus palpitant. On est vraiment dans cette espèce de poursuite de nos personnages qui essayent de retrouver, enfin, pour les uns de s'échapper, pour les autres de se dire que on va essayer quand même de retrouver l'entente cordiale qu'on avait avant. Mais voilà, c'est la fin de l'histoire, ce tome 2. Il y a beaucoup de choses qui étaient bien. La tension, elle augmente au fur et à mesure, tu t'ambiances, ça devient chaud, et puis... Ah, voilà. Ça fait pchit. Ça fait pchit, quoi. C'est un bon diptyque, mais moi, je trouve qu'il est
malheureusement pas dans les meilleurs que... Enfin, c'est pas les meilleures histoires que Jeff Lemire et Dustin Nguyen ont fait ensemble. On n'est pas du tout au niveau de Ascender Descender. C'est voilà, et c'est intéressant, mais je trouve que la fin m'a un peu ça m'a laissé vraiment sur ma faim. Ascender Descender, c'était pas sur ce même nombre de pages? Ah non, Ah clairement. non, pas le même nombre de Clairement. tomes non plus. Mais c'est pour ça que voilà. je te dis, c'est l'histoire en elle-même, je trouve, n'a pas le même niveau que ce qu'ils ont proposé sur d'autres bouquins. Là, je trouve que Little Monsters, même si c'était en 2 tomes, je trouve que la fin, bof. Voilà. Personnellement, c'est moi mon avis. Maintenant, c'est un beau diptyque. Il y avait, je trouve, plein de bonnes choses dans le premier tome. Le tome 2 a un super côté qui t'envoie, qui monte au niveau de l'action. Et finalement, j'ai trouvé que la fin, c'était un peu bof. C'est tout. Maintenant, à vous de vous faire votre choix. Hein. Peut-être que certains d'entre vous l'ont kiffé à mort. Monsieur Guillaume, justement, tu vas nous donner ton avis. Eh ben, écoute, pour moi, c'est comme tu disais, ça reste un bon diptyque. J'ai moins été déçu par la fin, peut-être un tout petit peu plus gêné par le rythme, je trouve que l'enchaînement est pas top. Le passage le passage du moment action au moment moins action, il y a un petit cafouillage. Je me demande si ils se sont pas un peu laissés porter par le récit et à un moment donné ils se sont dit ah tiens faut qu'on cale la fin maintenant, tu vois. Il y a eu un côté peut-être un petit peu flou à un moment donné, mais enfin pour autant moi je reste très tout à fait convaincu par cette histoire. J'ai trouvé vraiment sympa et je trouve c'est super plaisant à lire. Alors moi, je ne l'ai pas lu, mais petite question, est-ce que justement cette fin qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, est-ce que ce serait pas une demande éditoriale de raboter de 3 tomes en 2 tomes, par exemple? Ça, j'en sais rien. Mais a priori, voilà, Puis, elle est parue comme ça aux Vous ne l'avez États-Unis. pas ressenti de cette façon-là à la lecture? Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment pour lui la fin qu'il voulait, mais voilà. Ouais. Bon, pas convaincu. Moyenne plus convaincu. Monsieur Jérôme? J'en attendais rien. Et honnêtement, j'ai été plutôt bien... Enfin, c'était une plutôt belle surprise pour moi. Et effectivement, la fin arrive très vite. Effectivement, ça aurait mérité clairement un tome de plus. Après, qui dit qu'il ne va pas développer par une autre histoire? On ne sait pas. Bon, voilà. C'est une lecture très agréable, je trouve, sur la thématique des morts-vivants, du vampire. Donc c'est une nouvelle approche finalement assez intéressante. Moi, je trouve. Bon, Little Monsters. Chez Urban Comics pour la modique somme de 19 €, toujours sans lunettes, avec Jeff Lemire au scénario et Dustin Nguyen au dessin et à la couleur. Une émission entière sans lunettes, c'est beau. Un œil sûr. Oui, presque sans lunettes partout. Un œil sur, eh ben justement, c'est le moment de mettre ses lunettes pour lire un œil sur Avatar, The Last Airbender, sur Netflix. Le dernier maître de l'air en live. langage de Molière. The Last Airbender, yeah. Mais en live, pas la série animée. En live. Alors, on va en parler justement. Le Avatar, c'est quand même tout un univers. C'est une série animée qui une 60aine d'épisodes entre On a un fan silencieux en fait. 3 saisons entre 2005 et 2008. Mais objectivement, je pense qu'il va dire 2 mots et il aura raison d'ailleurs puisque Non, il ne parle Alors, pas. non, il n'y a que toi qui parles parce que c'est ton œil sûr. Ouais. C'est ton pas, œil c'est sûr. pas, et lui, même s'il a qu'un œil, il ne peut pas en parler. Après, il y a eu un film en 2010, unanimement dit que c'était une grosse bouse. Je ne l'ai pas vu, personnellement. Moi, oui. Par contre, un JDR, et là-dessus, il y a eu un crowdfunding, je n'ai pas participé. Peut-être que Pied aurait pu en dire 2 mots, mais il paraît qu'il n'y a pas le droit, donc tant pis pour lui. Il arrive bientôt en librairie. Et donc maintenant, une série en live qui est annoncée en 3 saisons. Là, vient de se terminer la première saison en 8 épisodes. Donc, rappelez très vite le pitch. Un univers avec les 4 éléments, avec des maîtres de l'eau, du feu, de l'air, de la terre, et un avatar par génération. Enfin, oui, c'est ça. Quand il meurt, il se réincarne, qui maîtrise les 4 éléments. Et en fait, l'avatar, son rôle, c'est d'assurer l'équilibre entre les 4 entités. Un seigneur du feu
veut prendre le pouvoir. Hein, forcément, le feu, c'est les méchants. C'est comme les dragons. Dès que c'est un dragon de feu, c'est un méchant. C'est terrible. Rouge. Rouge, dragon rouge de feu. Et ils attaquent en fait les maîtres de l'air. Il se trouve que l'avatar est chez les maîtres de l'air, mais c'est un enfant qui, au moment où a lieu l'attaque, est parti du camp des maîtres de l'air et va être, je vous laisserai découvrir pourquoi, mais congelé en fait en hibernation. Voilà, en hibernation pendant 100 ans. Ouais, c'est Hibernatus. C'est Hibernatus. Captain Iglo. Donc on se retrouve un siècle plus tard. Ça vient d'un autre siècle, ça, justement. On se retrouve un siècle plus tard avec Aang, qui est donc cet enfant qui a une douzaine d'années, qui va sortir de son hibernation, qui va rencontrer le peuple de l'eau du pôle sud, parce qu'il y a aussi le peuple de l'eau du pôle nord, et il va assumer et assurer sa vocation d'avatar. Donc pour ça, il va falloir qu'il aille rencontrer les maîtres des différents autres éléments pour apprendre à maîtriser les autres éléments. Il en a la capacité, mais il ne sait pas intuitivement le faire, donc il faut qu'il aille rencontrer les maîtres de l'eau qui vont lui apprendre, les maîtres de la terre qui vont lui apprendre, etc. Voilà, et tout ça avec un seigneur du feu, Ozai, qui a qu'une envie, c'est de buter tous les maîtres autres que du feu qui restent, et avec son prince héritier Zuko, qui est à la recherche de l'avatar. Donc voilà pour le pitch. Alors, l'histoire est honnêtement sympathique. Après, les effets spéciaux sont absolument magnifiques. Moi, j'aurais j'ai passé un bon moment. J'ai quand même une grosse critique. C'est vraiment jeune. Voilà. D'ailleurs, Netflix est associé avec Nickelodeon, qui est quand même une série, Ça une appartient à chaîne. Nickelodeon à la base. Hein. Ouais, c'est ça. Mais donc du coup, voilà, pour moi c'est très jeunesse. Donc vous pouvez le regarder avec vos enfants dès 6-7 ans, ça pose absolument aucun souci. Ça manque de peps, quoi, si vous voulez. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait plus de... voilà, quoi. Des maîtres, quoi. Là, on revient sur pénis de table, excuse-moi, mais... C'est ça. Voilà. Non, une très bonne série à regarder en famille. Un bon moment. Et la fin de la saison 1, que je ne spoilerai pas. Mais Ils meurent tous. Merci. Alors, ils meurent pas tous du tout. Mais finalement, c'est vraiment une saison quand même de relativement mise en place. Donc je pense que l'essentiel va se passer après, parce que finalement, dans la saison 1, il ne se passe pas tant de choses que ça. Mais c'est une belle mise en place en 8 heures quand même, de 8 épisodes d'1 heure. Bon, c'est pas cuit pour eux, donc c'est ça très va. rigolo. J'ai des mimiques là à ma droite, c'est très marrant. C'est ça, oui. Non, mais tu peux imaginer ce que ça peut être compliqué pour un dictateur de ne pas sortir de mots pendant 2 émissions complètes. Et ben, surtout sur un sujet comme ça qu'il aime beaucoup, sur un univers attendez, qui lui excusez-moi parle 2 petites beaucoup. secondes, j'ai quelqu'un dans le public qui voudrait quand même prendre la parole. Quelqu'un qui est totalement anonyme, qui parlera sous Non, couvert avec non. une La voix loi, camouflée. la loi est dure, mais c'est la loi. Ouais, mais en fait, Non, la loi allez. sur cette émission, c'est moi. Ouais, mais non. non, parce qu'un œil sûr, je te rappelle, nous a été fortement recommandé comme étant un truc rapide qui Ouais. devait être du coup juste l'avis d'une personne Ouais. sur un truc et basta. Et là, on finissait l'émission. Et là, tu dois envoyer la fin. Ouais, Je crois mais que j'ai c'est maintenant. pas envie en fait. Parce que moi, C'est j'ai envie dommage d'en parce qu'en parler fait, aussi de le ce bouton, maître je de l'ai l'air. là, moi. Oui, mais c'est mon émission, tu vas arrêter de me faire mon émission à moi. Non, tu vas pas faire ça. Non, alors le dernier maître de l'air, moi je vais pas être aussi dur que toi et surtout je vais changer ce que tu as dit concernant le public désigné. Je Qu'est-ce qu'il y trouve a que il faut quand même être un peu plus âgé que ça sur certaines scènes, sur certains moments qui sont quand même violents, dans les relations, quand il y en a un qui meurt, quand il y en a un qui se fait blesser, etc. Il y a des choses qui sont un peu. T'en as vu beaucoup qui mouraient? On va à part, voilà, la lune, l'eau, tout ça, machin. Et puis, il y a des... Moi, ce qui me dérange le plus, et c'est peut-être ce qui va expliquer le fait que ce soit orienté jeunesse, mais hormis le maître de l'air, et encore que, la majorité des acteurs sont très mauvais. Mais alors, quand je dis mauvais, je trouve ça, mais très mauvais. C'est section de recherche ou quoi Ah, tu connais pas section de recherche? Non.
Bah, ça, c'est la télé Mais non, mais française. si, je connais section de recherche, Ah, je ben ne regarde pas section de recherche. Mais oui, c'est le shine des experts Miami, quoi. J'ai bien compris. Mais voilà, là, je trouve vraiment ça pas bon. Et au niveau du jeu des acteurs, et je trouve ça dommage que, sous prétexte que ce soit pour du Nickelodeon et donc pour des enfants, on mette des acteurs qui soient vraiment tout pourris du Luc. Parce que pour le reste, c'est très fidèle finalement au premier film. Et ça. À la première série ou à au premier film? Première série, pardon. Ouais. Donc je trouvais ça finalement très attendu par rapport à ce qu'on pouvait obtenir. Mais voilà. Je crois que le monsieur en face, il dit ta gueule. Mais c'est l'avantage, en fait. Je me mets bien dans les pantoufles du dictateur et je fais ce que je veux. Si j'ai envie de prendre 3 minutes de plus, ou plus même, eh bien, je le fais. Et si j'ai envie de vous parler de ma liste de courses, je peux le faire aussi. Moi, vous savez quoi? J'ai envie de lancer une espèce de petit questionnaire lance comme le ça. truc. Comment Vas-y. est-ce que vous voudriez appeler cette émission qui, je tiens à le souligner... Et voilà. Vous pouvez retrouver Thio sur son Instagram, la galerie de Mathieu, Pierrick un peu partout, notamment La Voix des Bulles et One Eye Pied. Guillaume, vous pouvez le retrouver à la BDRI rue des Cordeliers et Jérôme dans moi. sa chambre. Passez une bonne soirée, Avec merci pénis pour de cette table. émission, je vous dis bye bye. Salut tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.